Alors pour vérifier vos connaissances à l'issue de ce sujet numéro 1 associé aux contraintes de l'image, eh bien je vous propose de réaliser un petit quiz. Alors dans ce quiz, vous aurez évidemment des questions, des propositions et un temps imparti au-delà duquel je vous proposerai directement les réponses que je me proposerai également de vous expliquer. Alors voilà la première question. Qui fait quoi? Donc là, je vous demande simplement de me proposer, par exemple, de vérifier avec moi que InDesign sert à telle ou telle fonction, qu'Illustrator sert à faire telle ou telle chose, et Photoshop également. Voilà, je vous laisse tranquille, et dans quelques secondes, nous affichons les résultats. Alors, la réponse, évidemment, vient assez rapidement. InDesign est un logiciel de mise en page qui permet de réaliser des brochures et des flyers. Illustrator est un logiciel de dessin pour faire des illustrations, des logos. Et enfin, notre chouchou, Photoshop, permet le traitement des images, la retouche et le photomontage. Deuxième question. Dans la suite Adobe, CC veut dire. Je vous laisse réfléchir. Alors bien sûr, la réponse c'est Creative Cloud, tout simplement parce que depuis peu, il n'y a plus de versionning dans les produits Adobe, c'est-à-dire que vous n'avez plus de version CS5, CS6 ou je ne sais quoi. Vous avez maintenant des versions CC qui évoluent dans le temps, et comme elles fonctionnent en réseau, elles vous offrent la possibilité de partager des informations sur un serveur, le cloud, d'où le nom Creative Cloud et donc l'abréviation CC dans les produits Adobe. Question suivante. Dans la lutte entre le bitmap et le vectoriel, pourriez-vous dire qu'Illustrator est un logiciel de dessin vectoriel et que Photoshop est un logiciel bitmap? Alors la réponse est assez évidente, bien sûr. On se rappelle qu'Illustrator est un logiciel de dessin vectoriel, alors que Photoshop est un logiciel bitmap. Autrement dit, il y en a un qui fonctionne avec des points, c'est le bitmap, et il y en a un qui fonctionne avec des tracés vectoriels, c'est Illustrator et le vectoriel. Toujours dans la lutte entre le bitmap et le vectoriel, êtes-vous capable de me dire si dans Photoshop je peux avoir jusqu'à 16,7 millions de nuances de couleurs? C'est bien évidemment vrai, et c'est la force du bitmap, et en particulier de Photoshop, puisque dans Illustrator, vous aurez environ 256 nuances de couleurs. Donc vous imaginez facilement à quel point il est possible de traiter les couleurs de manière confortable dans Photoshop grâce au bitmap. La résolution, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de points par surface. Et je vous rappelle que cette surface, elle s'exprime en dpi, points par pouce. Et c'est pour ça qu'ici, je vous ai rappelé l'icône que vous avez en bas, enfin l'image que vous avez en bas, qui représente tout simplement un pouce carré dans lequel vous avez plus ou moins de points. Donc plus il y a de points, évidemment, plus la densité est forte. Et à ce moment-là, on peut dire que la résolution est forte. La définition, par contre, c'est quoi ? Alors dans la question précédente, on vous a dit que la résolution correspondait au nombre de points par surface. Alors évidemment, vous pouvez déjà supprimer cette réponse. Et donc la réponse qui est valable ici, dans ce quiz, c'est évidemment le nombre de pixels qui composent une image. D'où l'exemple que je vous propose en dessous, un exemple qui sera exprimé sous cette forme-là, c'est-à-dire 800 points par 600 points. Donc la définition, c'est précisément le nombre de pixels en largeur et en hauteur qui compose l'image. Quelles sont les résolutions adaptées à quelle finalité? Alors dans ce cas-là, c'est assez facile
à mémoriser, 3 types de résolution adaptés à 3 types de finalités différentes, à commencer par le 72-96. Alors pourquoi 2 valeurs? Parce que très souvent sur du web pur et dur, sur des écrans conventionnels, on est suffisant si on travaille à 72 dpi. Dpi, je vous rappelle que ça veut dire dots per inch, donc point par pouce. C'était l'objet de la question précédente. Et évidemment 96 si on est plutôt sur des écrans de nouvelle génération. 150 dpi, ça correspond à l'utilisation sur des mobiles ou tablettes, donc un iPad, un téléphone portable, ce genre de périphérique, où la résolution ici est un peu supérieure à celle d'un écran traditionnel. Et enfin, 300 dpi pour faire du print, autrement dit, pour être en mesure d'envoyer votre document chez un imprimeur. Donc tout ce qui est brochure, tablette, flyers, affiches, seront évidemment imprimés de préférence chez l'imprimeur. Alors une question un peu piège, si j'augmente la taille de l'image dans Photoshop, qu'est-ce qui se passe? Alors il est important de comprendre dans cette question-là que si vous augmentez la taille de l'image, il va se passer quelque chose d'assez désagréable, c'est que vous allez réduire sa résolution. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous augmentez la taille d'une image, vous écartez également les points les uns des autres. Et vous le constatez dans ce petit dessin qui est ici, plus j'écarte l'image et plus les points s'écartent également. Et donc le résultat est évident, c'est que la densité de pixels réduit et donc sa résolution par la même occasion. Alors avant de vous parler de l'interface spécifiquement dans Photoshop, j'aimerais vous rappeler une petite nuance qui existe entre le logiciel sur lequel vous travaillez, en l'occurrence ici Photoshop 2020, et la Creative Cloud. Il y a 2 applications qu'il faut distinguer, la Creative Cloud qui est cette application-là, qui est en réalité une application que vous devez installer pour gérer vos logiciels. Là, vous voyez qu'ici, je vois que chez moi, j'ai installé Photoshop, Illustrator, etc. Mais c'est cette interface-là, Creative Cloud, qui me permet de mettre à jour, de désinstaller, de rajouter des nouveaux logiciels. À ne pas confondre avec Photoshop, qui est le logiciel sur lequel je suis en train de travailler pour faire mon montage, ma retouche. Donc j'aurai grosso modo la même interface dans Illustrator, dans InDesign, et tout ça pour dire que j'ai d'un côté les logiciels, de l'autre côté l'application Creative Cloud qui me permet la gestion de ces logiciels. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Eh bien tout simplement parce que depuis un certain temps, on ne travaille plus avec des versions locales des logiciels Illustrator, Photoshop. Vous aviez peut-être connu des versions qui s'appelaient par exemple CS4, CS5, CS6. Et depuis quelque temps, on travaille avec des versions dont l'acronyme est CC pour Creative Cloud. Et c'est pour ça que ici on parle d'une gestion en ligne, une gestion avec abonnement du logiciel. Donc cette gestion se fait par le biais de la Creative Cloud. Et vous travaillez ensuite individuellement dans vos logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Voilà, je voulais simplement effectuer cette petite nuance avec vous pour que nous soyons clairs sur la question du logiciel qui fait partie d'une suite qui s'appelle la Creative Cloud que je gère par le biais de mon application Creative Cloud. Dans cette séquence, nous allons découvrir tranquillement l'interface de Photoshop 2020 avec ce panneau d'accueil que vous afficherez naturellement lorsque vous démarrez votre logiciel. À partir de là, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que je crée un nouveau document? Est-ce que j'ouvre un document existant? Alors bien sûr, si je crée un nouveau document, parce que j'ai envie de fabriquer un flyer, un poster, eh bien j'aurai ici la possibilité de choisir vers quelle destination je dois me rendre pour faire par exemple une publication pour mobile. Alors c'est là où je trouverai par exemple un certain nombre de réglages adaptés à des finalités de type digital comme l'iPad, des tablettes de type Android, des iPhones, etc. Je pourrais aussi choisir de diffuser mon document sur un site web avec toujours ici la possibilité d'afficher des paramètres prédéfinis plus ou moins adaptés à mon type d'écran, de l'illustration, de l'impression, de la photo, etc. Alors évidemment, ici on pourrait se contenter de travailler sur un document de type impression, avec ici pourquoi pas une taille A4, une taille A5, et puis dans tous les cas, ce qui est important, c'est de
de remarquer que dans la partie droite de votre fenêtre, vous avez aussi des réglages complémentaires dans lesquels vous pouvez intervenir. Alors il y a des petites nuances sur lesquelles on reviendra tout à l'heure en termes de réglages, mais notamment l'unité de mesure qui doit être évidemment vérifiée avant de démarrer, puisque si je demande un document de 15 cm, pensant travailler sur un document de 15 cm alors que je suis en pouces, évidemment la problématique qui va se poser derrière, c'est de ne plus comprendre à quoi ça correspond. Donc avant de vérifier la taille de votre document, vérifiez l'unité de mesure qui est utilisée ici, en particulier le centimètre, et là je pourrais effectivement demander la création d'un document d'impression dont la taille serait 15 sur 15, puisque j'aurais envie de faire par exemple un carton d'invitation de 15 sur 15. Donc ça c'est une première notion qui est importante. Ensuite, je pourrais évidemment me concentrer sur la résolution dont on a parlé précédemment, avec ici 3 résolutions courantes que je vous rappelle, à savoir 72 pour une finalité plutôt web, 150 pour une finalité plutôt digitale, impression au bureau, et enfin une résolution de 300 si je souhaite diffuser mon document chez un imprimeur. Et là, je fais cette fois-ci attention de bien respecter l'unité de mesure qui est le DPI, donc le pixel par pouce, pour évidemment me concentrer sur ma finalité, donc ma diffusion. Le mode colorimétrique qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure, à savoir que dans 90% des cas, je travaille en RVB. Si mon imprimeur m'imposait par exemple dès le départ de travailler sur une sortie CMJN, rien ne m'interdit ici de travailler directement en CMJN, sachant que dans tous les cas, on verra plus tard comment convertir le moment venu une image RVB en CMJN. Quant au contenu de l'arrière-plan, eh bien je peux décider à ce qu'il soit blanc, noir, transparent, etc., etc. Donc ici, je fais attention de bien vérifier que je choisis la dimension de ma page qui m'intéresse, A4, A6, ou je personnalise en millimètres ou en centimètres, la résolution adaptée à ma sortie. Ici, si je fais de l'impression chez l'imprimeur, je travaille plutôt à 300. Sur un mode RVB pour le moment que je convertirai le moment venu en CMJN si on me le demande, avec un arrière-plan, pourquoi pas blanc, et là je valide. Je me retrouve évidemment avec un document affiché ici dans lequel je vais pouvoir commencer à travailler. Ça, c'est le cas de figure où je souhaite créer un nouveau document de toute pièce. Si maintenant je souhaite ouvrir une image existante pour la retoucher, la retravailler, c'est beaucoup plus simple puisqu'il me suffira ici de cliquer sur le bouton ouvrir, naturellement aller chercher dans un dossier qui est présent sur mon PC ou sur mon Mac un visuel qui m'intéresse, et là je décide pourquoi pas d'ouvrir cette photo là. Voilà, et cette photo va naturellement s'afficher directement sur mon écran, et là il ne me reste plus qu'à travailler cette image là et à utiliser des fonctionnalités que l'on va découvrir ensemble. Alors Photoshop 2020, comme tous les produits Adobe, c'est aussi une interface qui peut paraître un peu complexe quand on découvre le logiciel. Vous verrez que la bonne nouvelle à long terme ou à moyen terme en tout cas, c'est que l'interface est commune à tous les logiciels de la suite Adobe et ça se généralise de plus en plus. Donc vous êtes dans Photoshop, vous avez une interface qui ressemble beaucoup à celle d'InDesign, qui ressemble beaucoup à celle d'Illustrator. Donc ça, je dirais que c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. Au-delà de ça, il faut quand même être un petit peu à l'aise, vérifier que vous connaissez les raccourcis indispensables, les différents modes d'affichage, etc. Donc c'est ce que je vais essayer de m'atteler à vous montrer dans cette séquence. Alors la première des choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, c'est d'abord le menu fenêtre, dans lequel vous avez différents espaces de travail. Alors les espaces de travail, c'est quoi ? C'est grosso modo un environnement d'affichage et de panneaux adapté à tel ou tel type de production. Par exemple, si je fais de la peinture, j'ai un environnement spécial ici peinture, un espace de travail peinture, qui va naturellement m'afficher des panneaux en rapport avec la couleur, avec les modes colorimétriques, avec les différents types de pinceaux, etc. Et j'aurai dans cette palette d'outils essentiellement des outils adaptés à la peinture, comme la pipette, le pinceau, etc., etc. Si je retourne dans le menu fenêtre et que je demande ici espace de travail, j'ai par exemple graphique et web.
Donc là, pour le coup, j'ai un panneau plus restreint avec ici un certain nombre de choses en rapport avec une finalité web qui est assez restreinte dans ce cas-là. Alors, pour information, moi je serais tenté de vous proposer de démarrer tranquillement avec un espace de travail qui s'appelle les indispensables, qui à mon sens est peut-être l'espace de travail le plus adapté au réglage par défaut dans Photoshop. Donc je vais démarrer sur cet environnement-là et je vais me retrouver avec une palette d'outils qui se situe sur la gauche ici, contenant un certain nombre d'outils. Je vous signale au passage que la double flèche qui est affichée en haut à gauche de ce panneau d'outils permet un affichage sur une ou deux colonnes. Alors personnellement, ça n'engage que moi, je trouve que c'est plus confortable de travailler sur deux colonnes, tout simplement parce que j'ai des icônes ici qui sont plus grosses, plus lisibles que sur une seule colonne. Donc je vous propose de travailler sur deux colonnes. J'ai un certain nombre de panneaux qui s'affichent sur la droite ici, comme le panneau de propriété, de réglage, de couleur, de nuancier, etc. Avec ici des petites flèches qui permettent tout simplement d'escamoter de manière plus ou moins affirmée ici vos différents panneaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant le type de matériel sur lequel vous allez travailler, vous aurez naturellement un écran de taille plus ou moins confortable. Et on imagine assez vite que sur un MacBook, par exemple Air de 12 ou 13 pouces, vous avez forcément un écran plus petit et donc peut-être une difficulté à afficher tous vos panneaux d'un coup. Donc moi j'ai la chance d'avoir un écran plus grand, ce sera le cas si vous avez un iMac 27 pouces ou un 24 ou 27 pouces externe. Donc on a plus d'espace et donc plus de place pour afficher les panneaux dans leur globalité. Donc sachez que tout ça c'est vous qui le maîtrisez. Alors naturellement chaque panneau peut être déplacé. Alors je vous le conseille pas forcément, mais je vous indique qu'il est possible de le faire. Et donc en détachant ces panneaux-là, vous les rendez en quelque sorte flottants. Alors ça c'est un risque, parce que vous pourriez évidemment, à un moment donné, sans le faire exprès, fermer ce panneau en cliquant sur cette petite croix qui est ici. Et là c'est un petit peu la panique à bord, parce qu'on s'aperçoit que le panneau qu'on a fermé, vous voyez, je l'ai simplement sorti et je l'ai simplement fermé, eh bien ce panneau a disparu des panneaux par défaut. Alors la première des propositions que je pourrais vous faire pour limiter ce genre de problématique, c'est de retourner dans le menu fenêtre, de redemander ici espace de travail et de tout simplement réinitialiser les indispensables, c'est-à-dire remettre à zéro les panneaux de cet environnement, les indispensables. Donc regardez bien ce qui va se passer au niveau du panneau de nuancier que j'avais perdu. En demandant ça, vous voyez que le panneau de nuancier est revenu, le panneau de dégradé est revenu. Alors la petite conséquence négative, c'est que mon panneau d'outils est repassé sur une colonne. Bon, ça c'est pas gênant, il me suffit de recliquer ici. Alors donc ça c'est la première des choses que je voulais vous indiquer. Lorsque vous sortez un panneau, ce qui n'est pas du tout obligatoire entre nous, et que vous le fermez, bien naturellement, vous pouvez réinitialiser votre panneau. La deuxième des propositions que je pourrais vous faire, c'est que au coup par coup, si vous avez perdu un panneau ou si vous souhaitez tout simplement en ouvrir un nouveau, puisque tout n'est pas affiché ici, et bien dans le menu fenêtre, et ça c'est une règle générale dans les produits Adobe, que ce soit InDesign ou Illustrator ou Photoshop évidemment, dans le menu fenêtre en général, vous retrouvez tous les panneaux qui pourraient vous manquer dans l'environnement par défaut. Et ici, naturellement, je vais retrouver mon panneau de dégradé sans aucun problème, mon panneau de nuancier qui doit être quelque part par là, puisque c'est classé par ordre alphabétique. Et donc, libre à vous à ce moment-là, soit de l'afficher en mode flottant ici, ou bien tout simplement de le repositionner là où il était. Et là, j'attire votre attention sur ce petit carré bleu qui s'affiche, et que vous soyez sur Mac ou sur PC, ce sera la même chose, de manière à bien indiquer que vous allez ancrer votre panneau si vous vous positionnez ici. Et là, vous voyez, mon panneau a repris sa place d'origine. Voilà, donc ça, je voulais vous en parler parce que c'est un petit peu perturbant quand on n'est pas très à l'aise avec ça. Et c'est le premier aspect d'interface que je voulais lister avec vous. Et dans la séquence d'après, je vais vous parler des raccourcis qui vont vous aider à être plus à l'aise sur les affichages, les zooms avant, les zooms arrière, etc. Le deuxième aspect lié à la gestion de l'interface, qui à mon avis est important, c'est la gestion des affichages, des zooms avant, des zooms arrière, bref des raccourcis qui vont vous aider à mieux gérer votre interface Photoshop. Alors je commencerai par vous parler de deux outils qui sont évidemment très connus, et je dirais presque historiques dans Photoshop, c'est-à-dire la main
et la loupe que vous avez naturellement dans votre panneau d'outils qui se situe sur la gauche. Alors vous notez qu'à chaque fois que vous positionnez votre souris sur un outil, et notamment dans les nouvelles versions, on vous donne une petite animation comme ceci qui vous permet de savoir un petit peu de quelle manière vous pourriez utiliser cet outil-là. Donc là, l'outil de déplacement permet de déplacer, on s'en doutait un petit peu. L'outil loupe permet de zoomer avant, de zoomer arrière, etc. Donc on vous donne une petite démo, si vous voulez, graphique, qu'on pourra d'ailleurs annuler ou désactiver dans les préférences du logiciel, si vous sentiez que ça ralentissait un petit peu le fonctionnement de votre Mac ou de votre PC. Bref, on n'en est pas là. L'autre chose qui est importante, à mon sens, c'est d'associer un outil à un raccourci. Et là, vous voyez que quand je positionne ma souris sur l'outil main, je vais vous montrer à quoi elle sert, cette main, eh bien, j'ai la possibilité d'appuyer sur la touche H, comme Henri, par exemple, pour activer cet outil-là. C'est-à-dire que même si j'ai un autre outil actif dans mon panneau et que j'appuie sur la touche H de mon clavier, je vais naturellement et automatiquement activer l'outil main. De la même manière, l'outil loupe est associé à une touche qui est Z, vous le voyez en bas. Et bien cette touche Z me permet d'activer l'outil loupe. Donc en résumé, la touche H me permet d'activer la main, Z pour activer la loupe, V pour activer la flèche de déplacement. Ça, ce sont les premiers raccourcis que l'on pourrait noter tranquillement. Je vous ferai un petit résumé tout à l'heure de tout ça, bien sûr. Mais en attendant, la main et la loupe sont deux outils qui me permettent quoi? Eh bien, la loupe me permet de zoomer, on s'en doutait un petit peu, sur la photo. D'ailleurs, je constate qu'au bout d'un moment, à force de zoomer, je commence à voir les pixels de mon image. Et là, je dois noter que la touche Alt de mon clavier, que ce soit sur Mac ou sur PC, la touche Alt maintenue, me permet de constater que la loupe dans laquelle je voyais un plus devient moins. Donc en gros, je zoome avant avec la loupe, mais si je veux zoomer arrière, j'appuie sur Alt, je maintiens, je clique et je dézoome. Alors ça, c'est une manière très simple et sommaire, voire basique, de voir les choses, mais ça a le mérite de fonctionner. En tout cas, ça fonctionne depuis très très longtemps dans Photoshop. L'autre particularité de la loupe, que j'ai toujours active avec la touche Z, c'est qu'elle me donne la possibilité de zoomer en cliquant et en glissant. Et attention, parce que comprenez bien que là où je positionne ma loupe, je zoome. C'est-à-dire que si je positionne ma loupe au milieu de ce croisement de fenêtres, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas spécialiste des fenêtres, mais je zoome sur le centre de la fenêtre. Si je veux zoomer ici sur une partie de la fleur qui est là, et je zoome sur la fleur. Donc ça, c'est super intéressant parce que ce zoom, il est en quelque sorte directionnel. L'autre particularité de la loupe, c'est qu'elle peut aussi fonctionner avec la touche Alt du clavier. Donc si j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et que je joue avec la molette de ma souris, quoi qu'il arrive, je peux zoomer avant, zoomer arrière. Et la bonne nouvelle, c'est que même sans utiliser la loupe, que je sais maintenant activer, le simple fait de maintenir la touche Alt de mon clavier et de jouer avec la molette de ma souris me donne accès à la possibilité de faire des zooms avant et des zooms arrière. Donc en résumé, pour faire un zoom avant, un zoom arrière, j'ai juste à maintenir la touche Alt enfoncée, jouer avec la molette de ma souris, faire des zooms avant, des zooms arrière, et vous rappeler encore une fois que ce zoom est directionnel, et donc en fonction de la position de ma souris, c'est cette partie de la photo qui sera zoomée. Alors du coup, à quoi sert la main? Eh bien la main, lorsque je double-clique dedans, me permet de voir la photo entièrement, quelle que soit la taille de mon écran. Et évidemment, ça évoque ici une taille d'affichage particulière, puisque ce qui compte, c'est que mon image soit entièrement visible. Par contre, si je double-clique dans la loupe, je vois mon image à 100%, et évidemment, il y a peu de chances pour que cette image affichée à 100% puisse être entièrement visible, puisque ça sous-entendrait évidemment que la taille de mon écran et la taille de mon image réelle sont parfaitement identiques, ce qui est quasiment injouable. Donc là, j'ai simplement besoin de vous rappeler que si je veux voir mon image entière, le plus simple, c'est de cliquer 2 fois dans la main. Et si je veux voir mon image à 100%, je double-clique dans la loupe.
Et pour information, quand j'affiche mon image à 100%, je peux peut-être mieux évaluer la qualité des pixels réels, c'est-à-dire que s'il y a un problème de flou, de pixelisation, etc., je le verrai plus facilement si je suis affiché à 100%. Et enfin, pour terminer sur ces notions d'interface et d'affichage, la main me permet de déplacer la photo en cliquant et en glissant. Donc je vous rappelle qu'en appuyant sur H, j'active la main, et en appuyant sur Z, j'active la loupe. Mais si je suis dans un autre outil et que j'appuie sur H, évidemment, la main sera directement active et donc je pourrai directement déplacer ma photo. Dernier petit raccourci d'interface, ici, si je souhaite avoir la main quel que soit l'outil actif pour le moment, notez qu'un appui maintenu sur la barre d'espace de mon clavier me permet également d'obtenir la main et donc de déplacer directement la photo. Alors attention parce que parfois vous affichez l'image en taille réelle en cliquant 2 fois dans la main et quand vous essayez de la déplacer vous dites « Ah c'est bizarre, ça fonctionne pas ». C'est normal, il faut bien comprendre que si je zoome sur ma photo et qu'elle déborde donc forcément de mon écran, à ce moment-là, la main me permet de déplacer ma photo. Donc je ne peux déplacer ma photo que si je ne la vois pas entièrement à l'écran. Donc soyez pas surpris ou inquiet de voir que la main n'a pas l'air de fonctionner quand mon image est visible entièrement, puisque j'ai pas besoin de déplacer mon image si je la vois entièrement. Comme promis, voici un petit résumé des raccourcis d'interface que nous venons d'évoquer dans la séquence précédente, avec un rappel toutefois sur le fait qu'entre le PC et le Mac, il peut y avoir une petite différence de raccourcis, à savoir que sur PC, on va plutôt parler de contrôle, et sur Mac, on va plutôt parler de commande ou de pomme, suivant que vous êtes habitué à utiliser ce terme-là ou l'autre. Et pour le coup, les raccourcis que nous allons évoquer ici sont communs aux deux types de matériel, à savoir que pour zoomer sur l'image, je vais maintenir la touche Alt, me servir de la molette de ma souris pour faire des zooms avant et des zooms arrière. Dans le cas où je souhaite afficher mon image à 100%, le plus simple est d'effectuer un double clic dans l'outil Loop. Et enfin, si je souhaite afficher mon image entière, naturellement, je ferai un double clic dans l'outil main. Alors pour information, je vous rappelle également que l'outil main peut être automatiquement activé grâce à la touche H de votre clavier, que vous soyez sur Mac ou sur PC, ou en maintenant la barre d'espace du clavier enfoncée, ce qui revient au même. Donc soit j'appuie sur H pour activer la main, soit j'appuie sur la barre d'espace du clavier, je la maintiens. Et enfin, pour activer l'outil Loop, il me suffira d'appuyer sur la touche Z, et ce, que je sois sur un Mac ou sur un PC. Dans l'optique de vous rendre plus à l'aise avec l'interface de Photoshop, j'aimerais vous parler d'une palette qui est assez importante et qui est plutôt nouvelle, c'est la palette de propriétés. Alors dans tous les produits Adobe, si vous avez la chance de pouvoir utiliser InDesign et Illustrator en complément, vous noterez que cette palette de propriétés existe depuis un petit peu plus longtemps dans ces logiciels. Donc on peut parler d'une nouveauté entre guillemets, mais cette palette de propriétés est un excellent résumé de toutes les informations qui concernent le fichier qui est ouvert ici. Donc pour me rendre plus à l'aise dans la présentation de ce panneau, je vais le détacher, je vais l'agrandir parce que ça me permet de vous faire constater qu'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Et parmi les informations qui pourraient m'intéresser à l'intérieur de ce panneau, il y a évidemment des informations liées à la dimension, à l'orientation, mais vous voyez que je pourrais à n'importe quel moment modifier l'orientation de mon document, un peu comme je le ferais dans un logiciel de mise en page. Alors évidemment, il y a des notions qu'il va falloir un petit peu étoffer plus tard, mais pour le moment, c'est une découverte. Et vous comprenez bien que si je change l'orientation d'une image en cours de route, je prends évidemment le risque de la rogner, de la modifier. Donc je vais naturellement utiliser le raccourci classique CTRL-Z lorsque j'effectue une manipulation qui ne m'intéresse pas, CTRL-Z me permettant tout bêtement, comme dans la plupart des logiciels, d'annuler ce que je viens de faire. Alors parmi les choses qui sont intéressantes dans la palette de propriétés en l'occurrence, il y a notamment le rappel du mode colorimétrique qui est actif dans ce document-là. Alors bien sûr, ce sont des infos que je retrouve un petit peu par-ci, par-là à l'intérieur de mon écran, mais l'intérêt de la palette de propriétés, c'est de centraliser tout ça dans un seul et unique panneau. Donc je vois que je suis en RVB, je vois que j'ai une orientation paysage, on m'indique la dimension de ma page,
On me donne aussi la possibilité ici d'effectuer des réglages de rognage, de rotation, de recadrage, de taille d'image. Donc par exemple en cliquant là-dessus, je vais avoir bon nombre d'informations relatives à la taille de mon image en pixels. Ça évoque la définition qu'on a vue ensemble. Je vais pouvoir retrouver sa résolution, son poids, bref un certain nombre d'informations. Si je souhaitais effectuer un recadrage, eh bien naturellement j'aurais directement accès aux fonctionnalités de crop, de cropper, enfin au recadrage d'image, etc., etc. Donc voilà, la palette de propriétés est en quelque sorte un résumé d'un certain nombre de fonctionnalités que je pourrais utiliser sur cette image qui est affichée ici. Donc la palette de propriétés, comme tous les autres panneaux, s'affiche par défaut dans mon environnement ici de travail, les indispensables. Et n'oubliez pas que si par inadvertance vous avez fermé ce panneau, vous pourrez à tout moment dans le menu fenêtre le retrouver ici. En choisissant ici propriétés, je réaffiche mon panneau, je le repose pour l'ancrer dans un groupe de panneaux existants et je pourrai ainsi travailler plus efficacement avec ce panneau-là.